La pluie cessa à l'aube, le jeudi et vers 10h30, lorsque Polly aperçut par la devanture de Cousy-Cousette Nettie Cobb qui arrivait. Les nuages commençaient à se déchirer. Nettie portait un parapluie fermé et trottinait le long de Main Street, son sac à main serré sous le bras, comme si elle sentait les mâchoires d'une nouvelle tempête s'ouvrir juste derrière ses talons. « Comment vont vos mains ce soir, Polly ?» demanda Rosalie Drake. Intérieurement, Polly poussa un soupir. Elle allait sans doute devoir répondre à cette même question, mais posée de façon plus insistante, lorsqu'elle retrouverait Alan vers 3h pour prendre un café au Nance Luncheonette. On ne peut jouer la comédie aux gens qui vous connaissent bien. Ils voient la pâleur de votre visage, l'ombre qui marque vos paupières. Pire, ils déchiffrent l'expression douloureuse de votre regard. « Beaucoup mieux aujourd'hui, merci, » répondit-elle. C'était rien de moins qu'exagéré. Ses mains allaient mieux, certes, mais beaucoup mieux. Je me disais qu'avec toute cette pluie, c'est imprévisible ce qui les fait souffrir. C'est bien ce qu'il y a de diabolique. Mais parlons d'autre chose, Rosalie. Tenez, venez vite voir ce qui se passe là-dehors. Je crois que nous allons être les témoins d'un petit miracle. Rosalie rejoignit Polly à temps pour voir la silhouette furtive, tenant solidement le parapluie d'une main, peut-être pour s'en servir comme d'une matraque, à en juger par la manière dont elle l'agrippait, s'avançait sous le vent du bazar des rêves. « Est-ce bien notre Nettie ?» fit Rosalie interloquée. « C'est bien elle. Mon Dieu, elle va y entrer !» Pendant un instant, on put croire que la prédiction de Rosalie allait se réaliser. Nettie s'approcha de la porte, puis fit machine arrière. Elle prit le parapluie dans son autre main, contemplant la devanture du magasin, comme si c'était un serpent sur le point de la mordre. « Allez-y, Nettie, » fit Polly doucement. « Allez-y, mon petit. Il doit y avoir le panneau fermé dans la vitrine, » observa Rosalie. « Non, il y en a un autre qui dit que c'est seulement sur rendez-vous les mardis et jeudis. Je l'ai vu en venant ce matin. » Nettie s'approchait de nouveau de la porte. Elle tendit la main vers la poignée, hésita. « Seigneur, je n'en reviens pas !» s'exclama Rosalie. « Elle m'a dit qu'elle y retournerait peut-être, et je sais à quel point elle aime les pâtes de verre, mais je n'aurais jamais cru qu'elle le ferait vraiment. Elle m'a demandé si elle pourrait quitter la maison pendant la pause café, pour aller dans ce nouvel endroit, comme elle dit. Récupérer la boîte à gâteaux, » murmura Polly. Rosalie acquiesça. Du Nettie tout craché. Il n'y a pas si longtemps, elle me demandait la permission d'aller au petit coin. Elle espérait peut-être que je lui répondrais non, qu'il y avait trop de travail, mais elle avait en même temps envie que je lui dise oui. Polly ne quitta pas un instant des yeux la bataille terrible et minuscule qui se livrait à moins de 40 mètres de Cousy-Cousette entre Nettie Cobb et Nettie Cobb. Si elle arrivait à entrer, quel bond en avant n'allait-elle pas faire? Polly sentit une douleur sourde et brûlante dans ses mains, et se rendit compte qu'elle les tordait l'une contre l'autre. Elle se força à les mettre sur ses hanches. « Ce n'est pas le tupperware et ce n'est pas les pâtes de verre, c'est lui !» observa Rosalie. Polly lui jeta un coup d'œil. Rosalie éclata de rire et eut un début de rougeur. « Oh, je ne veux pas dire que Nettie a le béguin pour lui, ni rien de ce genre, même si elle avait encore des étoiles dans les yeux quand je l'ai rattrapée dehors. Il a été gentil avec elle, Polly. Honnête et gentil, c'est tout. » « Des tas de gens sont gentils avec elle, » remarqua Polly. « Alan fait tout ce qu'il peut pour l'être, mais il continue pourtant de l'intimider. »« Notre monsieur Gaunt a une façon bien à lui d'être gentil, » répondit simplement Rosalie. Et comme pour prouver que celle-ci avait raison, Nettie s'empara de la poignée et la tourna. Elle ouvrit la porte et resta alors paralysée sur le trottoir, accrochée à son parapluie, comme si ses minces réserves de courage venaient brusquement de s'épuiser. Polly fut prise de la certitude que sa femme de ménage allait refermer la porte et repartir à toutes jambes. Arthrite ou pas, les mains de la patronne de Cousy-Cousette se refermèrent en poing. « Vas-y, Nettie, entre vite, saute sur l'occasion, rejoins le monde !» Nettie sourit, une réaction manifestement à quelqu'un que ni Rosalie ni Polly ne pouvaient voir. Le parapluie s'abaissa et elle entra. La porte se referma derrière elle. Polly se tourna vers Rosalie et fut touchée de voir qu'il y avait des larmes dans les yeux de son ouvrière. Les deux femmes se regardèrent quelques instants, puis s'embrassèrent en riant. « Bravo, Nettie !» s'écria Rosalie. « 2 points pour nous !» ajouta Polly, et le soleil brilla dans sa tête 2 bonnes heures, avant d'en faire autant au-dessus de Castle Rock. 5 minutes plus tard,
Nettie Cobb se retrouva assise sur la confortable chaise à haut dossier que Leland Gaunt avait installée le long d'un mur de sa boutique. Son parapluie et son sac à main gisaient à côté d'elle sur le sol, oubliés. Gaunt était assis près d'elle et lui tenait les mains, fixant de son regard perçant les yeux à l'expression vague de Nettie. Un abat-jour en pâte de verre était posé à côté de la boîte à gâteaux de Polly Chalmers, sur l'une des vitrines où étaient disposés plusieurs de ses objets. De bonne qualité, mais sans plus, cet abat-jour aurait pu se vendre autour de $300, ou peut-être un peu plus, chez un antiquaire de Boston. Néanmoins, Nettie Cobb venait de l'acheter pour $10.40, soit tout le contenu de son porte-monnaie au moment où elle était entrée dans la boutique. Superbe ou pas, il était pour l'instant tout aussi oublié que le parapluie. « Un acte !» répétait-elle, du ton de quelqu'un qui parle dans son sommeil. Elle déplaça légèrement les mains, comme pour étreindre plus solidement celles de M. Gaunt. Celui-ci lui rendit sa pression, et un léger sourire de satisfaction vint éclairer son visage. « Oui, c'est cela. Bien peu de choses, en vérité. Vous connaissez M. Keaton, n'est-ce pas ?»« Oh oui, Ronald et son fils Danforth. Je les connais tous les deux. Duquel voulez-vous parler ?»« Du fils, » répondit M. Gaunt. Du pouce, il lui caressait la paume de la main. L'ongle, légèrement jauni, était particulièrement long. « Le maire !»« Dans son dos, on l'appelle Buster !» observa Nettie, avec un pouffement de rire strident et quelque peu hystérique. Mais le Leland Gaunt ne parut pas s'en inquiéter. Au contraire, ce rire qui déraillait semblait lui faire plaisir. « Depuis qu'il est tout gamin !»« Je vous demande de finir de payer votre abat-jour en jouant un tour à Buster. »« Un tour ?» fit Nettie, une pointe d'inquiétude dans la voix. Gaunt sourit. « Rien qu'une blague sans conséquence. Et il ne saura jamais que c'est vous. Il accusera quelqu'un d'autre. »« Oh !» Nettie quitta le Leland Gaunt des yeux pour les tourner vers l'abat-jour en pâte de verre, et un instant, son regard se fit plus aigu. On y lisait de l'avidité, ou plus simplement, du désir et du plaisir. « Eh bien, ça se passera très bien, Nettie. Personne ne sera jamais au courant. Et vous aurez l'abat-jour. » C'est d'un ton ralenti et songeur que Nettie répondit. « Mon mari avait l'habitude de me jouer des tours, très souvent. Ça devrait être amusant d'en faire un à quelqu'un d'autre. » Son regard revint sur Gaunt, mais franchement alarmé cette fois. « À condition que cela ne lui fasse pas de mal. Je ne veux pas lui faire de mal. Vous comprenez ? J'ai fait mal à mon mari. »« Ça ne lui fera aucun mal, » l'assura doucement le Leland Gaunt, lui caressant toujours la main. « Je veux simplement que vous mettiez quelque chose dans la maison de Buster. »« Mais comment faire pour entrer ? » « Tenez !» Il posa un objet dans la paume ouverte, une clé. Elle referma les doigts dessus. « Sans tarder !» Il lui lâcha la main et se leva. « Et maintenant, Nettie, il faut que j'emballe ce superbe abat-jour. Madame Martin va venir voir un Lalique dans... » Il consulta sa montre. « Bon sang, dans un quart d'heure. Mais je ne saurais dire combien je suis content que vous ayez décidé de venir. Très peu de personnes apprécient la beauté de ce type de pâte de verre de nos jours. La plupart des gens travaillent dans un esprit mercantile, avec un tiroir-caisse à la place du cœur. » Nettie se leva aussi et jeta à l'objet un regard tendre de femme amoureuse. L'état de nervosité exacerbée dans lequel elle était arrivée au magasin avait complètement disparu. « Il est ravissant, n'est-ce pas ?»« Tout à fait, » acquiesça chaleureusement le Leland Gaunt. « Et je ne saurais vous dire... Je ne sais même pas comment exprimer combien je suis heureux de savoir que cet objet a maintenant un vrai foyer, avec quelqu'un qui ne se contentera pas de l'épousseter tous les mercredis après-midi et qui, un jour ou l'autre, le cassera dans un moment d'inattention et en jettera les débris dans la poubelle sans plus y penser. « Ça ne m'arrivera jamais !»
s'écria Nettie. « J'en suis sûr. C'est aussi ce qui fait votre charme, Laetitia. » Nettie le regarda, stupéfaite. « Comment saviez-vous mon nom ?»« J'ai un don pour les noms. Je n'oublie ni les visages, ni les noms. Jamais. » Il disparut derrière le rideau, au fond de la boutique. Lorsqu'il en revint, il tenait une feuille de carton blanchie, aplatie d'une main, et du papier tissu de l'autre. Il posa le papier à côté du tupperware. Il commença aussitôt à se dilater, avec de mystérieux petits craquements, pour prendre vaguement la forme d'un corsage géant, et entreprit de plier le carton pour en faire une boîte exactement de la dimension de l'abat-jour. « Je sais que vous serez la gardienne fidèle de l'objet que vous venez d'acquérir. C'est pour cela que je vous l'ai vendu. »« Vraiment ? Je croyais... Monsieur Keaton, le tour... » « Non, 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 non !» s'exclama le Land Gaunt, partagé entre le rire et l'exaspération. « N'importe qui peut jouer un tour. Les gens adorent jouer des tours. Mais confier des objets à des gens qui les aiment et qui en ont besoin, c'est une autre paire de manches. Il m'arrive parfois de penser, Laetitia, qu'en réalité, c'est du bonheur que je vends. Qu'en pensez-vous ?» Eh bien, répondit Nettie, du ton le plus sérieux. Je sais au moins que vous m'avez rendue heureuse, monsieur Gaunt, très heureuse. Son sourire exhiba des dents de guingois, et qui se chevauchaient. « Bien, c'est très bien !» Il enfonça le corselet de papier tissu dans le carton, y déposa l'abat-jour à la blancheur scintillante, referma la boîte et la scella de papier adhésif. « Et voilà ! Un autre client satisfait qui vient de trouver l'objet de ses rêves. » Il lui tendit le paquet. Elle le prit. Au moment où leurs doigts se rencontrèrent, Nettie fut parcourue d'un frisson de répulsion, alors qu'elle lui avait serré la main avec beaucoup de force, avec ardeur même, quelques instants auparavant. Mais déjà cet intermède semblait se perdre dans une brume irréelle. Il posa la boîte à côté sur le carton blanc. Nettie aperçut quelque chose sous le couvercle translucide. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un mot pour votre patronne. » L'inquiétude se lut aussitôt sur le visage de Nettie. « Pas sur moi !»« Seigneur Dieu, non !» répondit Gaunt, en éclatant de rire. Nettie se détendit aussitôt. Il était impossible de résister à M. Gaunt quand il riait. Impossible de ne pas avoir confiance en lui. « Prenez bien soin de votre abat-jour, Laetitia, et revenez me voir. »« Certainement, » répondit-elle. On pouvait penser qu'elle avait acquiescé aux 2 admonitions de Gaunt, mais elle sentait au fond de son cœur, dans ce dépôt secret où nos besoins et nos peurs se coudoient constamment, comme les passagers du métro à l'heure de pointe, que le fragile abat-jour était la seule chose qu'elle achèterait jamais au bazar des rêves, qu'elle y revienne ou pas. Et l'objet lui-même, il était magnifique et comblait tous ses désirs. Il était exactement ce qu'il lui fallait pour compléter sa modeste collection. Elle envisagea un instant de raconter à Leland Gaunt que son mari vivrait peut-être encore s'il n'avait pas démoli un abat-jour très semblable 14 ans auparavant, que ce geste avait tout fait basculer, la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Il lui avait cassé plus d'un os au cours des années qu'ils avaient passées ensemble, et elle l'avait laissé vivre. Finalement, il avait cassé quelque chose à quoi elle tenait vraiment, et elle l'avait tué. Elle décida qu'il était inutile d'avouer cela à M. Gaunt. D'ailleurs, il avait l'air du genre d'homme à être déjà au courant. « Polly ! Polly, ça y est, elle sort !» Polly abandonna le mannequin de couturière où elle faufilait laborieusement un ourlet et se précipita vers la vitrine. Avec Rosalie, elle vit Nettie quitter le bazar des rêves dans un état d'euphorie à peu près indescriptible. Le sac à main coincé sous un bras, le parapluie sous l'autre, elle tenait à la main un carton blanc, sur lequel était posé en équilibre le tupperware de Polly. « Je devrais peut-être lui donner un coup de main, » proposa Rosalie. « Non, il vaut mieux pas. Je crois que cela ne ferait que la gêner et la mettre mal à l'aise. » Elles observèrent Nettie qui remontait la rue.
Elle ne trottinait plus comme si les mâchoires géantes de quelque tempête étaient sur le point de se refermer sur elle. Elle paraissait plutôt partir à la dérive. « Non, Songea Polly. non, ce n'est pas ça. On dirait plutôt qu'elle flotte. » Elle fit brusquement un de ces rapprochements qui sont comme ces références croisées, et éclata de rire. « On peut savoir ?» Demanda Rosalie, un sourcil levé. C'est la tête qu'elle fait, répondit Polly, sans cesser d'observer Nettie, qui traversait maintenant Linden Street d'un pas lent et rêveur. Que voulez-vous dire? Elle a l'air d'une femme qui vient juste de faire l'amour, et qui a bien eu 3 orgasmes. Rosalie Rosie jeta un coup d'œil à la silhouette de Nettie et se mit à hurler de rire, imité par Polly. Les deux femmes se balançaient d'avant en arrière en se tenant, s'esclaffant, sans retenue. « Eh bien !» lança Alan Pangborn depuis le seuil de la porte. « Il n'est même pas midi et vous êtes déjà déchaînés. Ce n'est pourtant pas l'heure du champagne, il me semble. » « Alors ?»« 4 !» fit Rosalie entre deux accès d'un irrésistible fou rire. « Moi je dirais plutôt 4 !» Et elles repartirent de plus belle, se balançant d'avant en arrière dans les bras l'une de l'autre, hurlant de rire, tandis qu'Alan les regardait, les mains dans les poches de son pantalon, un sourire intrigué sur le visage. Norris Ridgwick arriva en civil au bureau du shérif environ 10 minutes avant le coup de sirène de l'usine annonçant la relève de midi. Il tenait le quart de la mi-journée entre midi et 21h, pendant tout le week-end, ce qui lui convenait parfaitement. Qu'un autre se charge de faire le ménage sur les routes grandes et petites du comté de Castle Rock après la fermeture des bars à 1h du matin. Il pouvait le faire, et il lui était souvent arrivé de le faire, mais il avait dégueulé tripes et boyaux presque à chaque fois. Il lui arrivait même de dégueuler tripes et boyaux lorsque les victimes étaient debout et tournaient en rond, criant qu'elles n'étaient pas obligées de souffler dans ce foutu ballon, qu'elles connaissaient leurs droits constipationnels. Norris avait l'estomac délicat, voilà tout. Sheila Brigham aimait bien le faire marcher en lui disant qu'il était comme l'adjoint Andy dans la série télévisée Twin Peaks. Mais Norris savait bien que non. L'adjoint Andy pleurait quand il voyait des morts. Norris ne pleurait pas, mais avait tendance à dégueuler sur eux, comme le jour où il avait découvert Homer Gamache étalé dans un fossé près du cimetière Homeland, battu à mort à l'aide de son propre bras artificiel, et qu'il lui avait presque dégobillé dessus. Norris Ridgwick regarda le tableau et vit qu'Andy Clutterbuck et John Lapointe étaient tous les deux en patrouille. Puis il consulta les tours de garde. Rien de spécial pour lui, ce qui lui convenait également tout à fait. Pour couronner son bonheur, son second uniforme était revenu de la teinturerie. Aujourd'hui, pour une fois. Voilà qui lui épargnerait la nécessité d'un aller et retour chez lui pour se changer. Une note accrochée au sac de plastique de teinturier disait « Eh Barney, tu me dois 5,25 $. Me refais pas le coup cette fois-ci. Ou alors numérote tes abattis en vue de la soirée. » C'était signé Clut. Le ton de ce mot ne réussit pas à entamer la bonne humeur de Norris. Sheila Brigham était la seule personne dans le bureau du shérif de Castle Rock à assimiler Norris Ridgwick à un personnage de Twin Peaks. Mis à part lui, il la soupçonnait d'être la seule de tout le département à regarder ce feuilleton. Les autres adjoints, John Lapointe, Sid Thomas, Andy Clutterbuck, le surnommaient Barney, d'après le personnage de Don Knotts dans le vieil Andy Griffith Show. Ça l'irritait parfois, mais pas aujourd'hui. 4 journées où il allait prendre son quart à midi, puis 3 jours de repos. Une semaine de velours en perspective. Parfois, la vie pouvait être magnifique. Il tira un billet d'$1 et un autre de 5 de son portefeuille et les posa sur le bureau de Clut. « Eh Clut, va donc faire la Java !» écrivit-il au dos d'un formulaire. Il signa d'un paraphe enjolivé et laissa la note à côté de l'argent. Puis il dépouilla l'uniforme propre de son fourreau de plastique et passa dans les toilettes. Il sifflota tout en se changeant, puis se regarda dans la glace avec une agitation approbatrice des sourcils. Il avait un aspect redoutable, nom de Dieu. Ouais, vraiment redoutable. Les méchants de Castle Rock avaient intérêt à se tenir tranquilles aujourd'hui, sinon... Il surprit un mouvement derrière lui dans le miroir. Mais avant même d'avoir pu tourner la tête, on l'avait saisi, fait virevolter et cloué contre le carrelage à côté des urinoirs. Son crâne heurta le mur. Sa casquette tomba, et il se trouva nez à nez avec le visage empourpré de Danforth Keaton. « Je voudrais bien savoir pour qui tu te prends, Ridgwick !» Norris avait tout oublié de la contravention qu'il avait glissée sous l'essuie-glace de la Cadillac la veille, mais maintenant la mémoire lui revenait. « Lâchez-moi !» dit-il. Il aurait aimé prendre un ton indigné, mais n'avait émis qu'un piaulement apeuré. Il sentit le feu qui lui montait aux joues. À chaque fois qu'il ressentait de la peur ou de la colère,
et il ressentait les deux en ce moment, il rougissait comme une fille. Keaton, qui dépassait Norris de 12 centimètres et pesait 40 kilos de plus que lui, donna une secousse brutale au shérif adjoint et le lâcha. Il sortit la contravention de sa poche et la brandit sous le nez de Norris. « C'est bien ton nom sur ce torchon, oui ou non ?» éructa-t-il, comme si l'autre venait de le nier. Norris Ridgwick savait parfaitement bien que c'était sa signature, faite au tampon mais identifiable sans problème, et n'ignorait pas que la contravention émanait de son propre carnet. « Vous étiez garé sur l'emplacement réservé aux handicapés !» répondit-il en s'éloignant du mur et en se massant la nuque. À tous les coups, il allait avoir une belle bosse. L'effet de surprise se dissipant, et il ne pouvait le nier, Buster lui avait flanqué une trouille monumentale. Sa colère se mit à croître. « Le quoi ?»« L'emplacement réservé aux handicapés !» cria Norris. « Et en plus, c'est Alan lui-même qui m'a ordonné de vous mettre cette contravention. » Était-il sur le point d'ajouter, mais il s'en abstint. Pourquoi donner à ce gros porc la satisfaction de le voir ouvrir le parapluie ? « On vous a averti, Danforth. Vous le savez très bien. »« Tu m'as appelé comment ?» demanda Keaton d'un ton menaçant. Des taches rouges, de la taille d'un chou, s'étalaient maintenant sur ses joues et bas-joues. « C'est une contredanse en bonne et due forme, » reprit Norris, ignorant l'interruption. « Et en ce qui me concerne, vous feriez mieux de la payer. Et encore estimez-vous heureux que je ne porte pas plainte pour coups et blessures à un agent des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions. » Danforth se mit à rire. Le bruit se répercuta sèchement contre les murs carrelés. « Je ne vois pas le moindre agent des forces de l'ordre, » dit-il. « Je vois juste une espèce de bâton merdeux ficelé comme un saucisson. » Norris se baissa et ramassa sa casquette. La peur lui tordait le ventre. Danforth était un ennemi redoutable, et sa colère se transforma en fureur. Ses mains tremblaient. Il prit néanmoins le temps d'ajuster correctement sa casquette sur sa tête. « Vous pouvez aller régler ça avec Alan si vous voulez. »« C'est avec toi que je règle ça. »« Et moi j'ai plus rien à ajouter. Vous avez 30 jours pour payer, Danforth. Ou bien il faudra qu'on y aille vous chercher. » Norris se redressa de son mètre 75 et ajouta « Nous savons où vous trouvez. » Il voulut sortir. Keaton, dont la figure avait maintenant tout d'un coucher de soleil sur fond d'explosion nucléaire, s'avança pour lui barrer le passage. Norris s'arrêta et brandit un doigt. « Si vous me touchez, je vous fous dans une cellule, Buster, je ne plaisante pas. »« D'accord, c'est fait, » répondit Keaton d'un ton bizarrement plat. « T'es viré. Enlève ton uniforme et commence à te chercher un nouvel emploi. »« Non !» s'éleva une voix derrière eux. Les deux hommes se tournèrent vers la porte. Alan Pangborn se tenait dans l'embrasure. Keaton serra ses doigts grassouillés en deux gros poings blancs. « Toi, tu restes en dehors de ça !» Alan entra et laissa la porte se refermer derrière lui avec un soupir. « Non, c'est moi qui ai dit à Norris de te coller la contravention. Je lui ai aussi dit de te la faire sauter avant la réunion du budget. C'est une contredanse de 5 $, Dan. Qu'est-ce qui te prend de piquer une crise pareille ?» Il y avait de l'étonnement dans la voix d'Alan. D'ailleurs, il se sentait étonné. Buster n'avait jamais été d'un naturel particulièrement paisible, pas même dans ses meilleurs moments, mais ce genre d'explosion, malgré tout, était surprenante de sa part. Depuis la fin de l'été, le maire paraissait au bout du rouleau. Constamment à cran, Alan avait souvent entendu ces meuglements lointains lors des réunions de comité du conseil municipal, et ses yeux avaient une expression obsédée et tourmentée. Il se demanda un instant si Keaton ne serait pas malade, et décida de remettre ses réflexions à plus tard. Pour l'instant, il avait une situation relativement désagréable à régler. « J'ai pas piqué de crise !» fit Keaton d'un ton boudeur, remettant de l'ordre dans ses cheveux. Norris observa avec satisfaction que les mains de l'homme tremblaient. « J'en ai simplement jusque-là des petits cons qui roulent des mécaniques comme ce type. J'essaie de faire des tas de choses pour cette ville, mon Dieu. J'ai fait des tas de choses pour cette ville, et j'en ai ma claque d'être constamment persécuté. » Il se tut un instant, le double menton agité par les mouvements de sa pomme d'Adam. Puis il éclata. « Il m'a appelé Buster! Tu sais que j'ai horreur de ça !»« Il s'excusera, » dit Alan calmement. « N'est-ce pas, Norris ?»« Je suis pas si sûr. » La voix de l'adjoint tremblait. Son ventre se tordait, mais il était toujours en colère. « Je sais qu'il n'aime pas ça, mais il faut dire les choses comme elles sont. Il m'a pris par surprise. Je me tenais juste ici, me regardant pour voir si ma cravate était bien mise, et il m'a attrapé et jeté contre le mur. Je me suis filé un bon coup à la tête, bon Dieu, Alan. Je ne sais même pas ce que je lui ai dit. » Les yeux de Pangborn se tournèrent vers Keaton. « C'est vrai ?» Keaton baissa la tête. « J'étais furieux. » Alan se dit qu'en matière d'excuses spontanées et indirectes,
il avait peu de chance d'obtenir mieux de la part d'un homme comme le maire. Il jeta un coup d'œil à Norris pour vérifier si celui-ci comprenait les choses comme lui. On aurait dit que oui, une bonne chose, une étape décisive vers le désamorçage de cette lamentable petite bombe puante. Alan se détendit un peu. « Pouvons-nous considérer que l'incident est clos ?» demanda-t-il aux deux hommes. « Le passer par profit et perte en quelque sorte et oublier tout ça ?»« Moi, ça me va !» fit Norris au bout de quelques instants. Alan fut touché. Norris était un mauvais coucheur qui avait l'habitude de laisser traîner des canettes de soda à moitié pleines dans la voiture de patrouille et de rédiger des rapports immondes. Mais il avait un cœur grand comme ça. Il faisait marche arrière, mais par peur de Keaton. Si ce gros lard de mer se l'imaginait, il se trompait lourdement. « Je suis désolé de vous avoir appelé Buster, » ajouta Norris. Il ne l'était nullement, mais ça ne faisait pas de mal de le dire, supposait-il. Alan se tourna vers le Malabar, avec sa veste de sport de couleur criarde et sa chemise de golf à col ouvert. « Danforth ?»« Très bien, très bien. Il s'est rien passé, » dit Keaton d'un ton exagérément magnanime. Alan se sentit envahi, comme souvent en sa présence, d'une vague de dégoût. Une voix enfouie quelque part tout au fond de son esprit, la voix primitive et crocodilienne de l'inconscient, s'éleva brièvement, claire et nette. « Tu devrais te payer une bonne attaque cardiaque, Buster. Tu devrais nous faire cette fleur et crever. »« Très bien. Affaire conque. »« À condition !» le coupa Keaton, levant un doigt. « À condition ?» demanda Alan, un sourcil levé. « À condition de s'occuper de cette contredanse. » Il l'attendit du bout des doigts à Alan, comme un torchon avec lequel il aurait nettoyé une tache humide et suspecte. Alan poussa un soupir. « Viens dans mon bureau, Danforth. Nous allons en parler. » Il regarda Norris. « Tu es bien de service, n'est-ce pas ?»« Oui. » Norris avait toujours une boule dans l'estomac. Sa bonne humeur s'était évanouie, probablement pour le reste de la journée. La faute à ce gros porc, à qui Alan allait enlever sa contravention. Il comprenait, la politique, mais ça ne lui plaisait pas pour autant. « Est-ce que tu comptes rester dans le coin ?» Alan ne pouvait lui demander plus directement. « As-tu besoin que nous en reparlions ?» Tandis que Keaton attendait là, les foudroyant tous les deux du regard. « Non, » dit Norris. « J'ai des choses à faire ailleurs. On se parlera plus tard, Alan. » Il quitta les toilettes, frôlant Keaton sans lui adresser un regard. Norris ne le sut jamais, mais le maire déploya des efforts presque héroïques pour résister à une irrationnelle et puissante envie de lui botter les fesses, histoire de l'aider à sortir. Alan fit tout un cinéma devant le miroir, vérifiant son propre reflet, laissant ainsi à Norris tout le temps de faire une sortie honorable, tandis que Keaton, depuis le pas de la porte, le regardait impatient. Puis Alan sortit à son tour et passa devant les cellules, le maire sur ses talons. Un petit homme, tiré à 4 épingles dans son costume couleur crème, attendait sur l'un des 2 sièges disposés à l'entrée de son bureau. Il lisait avec ostension un livre relié en cuir, qui ne pouvait être qu'une Bible. Alan sentit un pincement au cœur. Il lui avait semblé que rien de bien désagréable ne pouvait plus se produire ce matin. Dans 2 ou 3 minutes, il serait midi. Ce n'était pas exagéré tout de même. Mais il s'était trompé. Le révérend William Rose referma sa Bible, ton sur ton, ou presque avec son costume, et bondit sur ses pieds. « Chef Pangborn ?» dit-il. Le révérend Rose faisait partie de ces baptistes pure laine qui commencent par tortiller les mots quand ils sont tendus, sous le coup d'une émotion. « Puis-je vous parler ?» Accordez-moi 5 minutes, révérend, s'il vous plaît. J'ai une question à régler. « C'est extrêmement important. » Tu parles, pensa Alan. « Ce que j'ai à régler aussi. 5 minutes. » Il fit entrer Keaton dans son bureau avant que le révérend Willy, comme aimait à l'appeler le père Brigham, ait eu le temps de répondre quelque chose. « Je parie qu'il va te parler de la nuit casino, » observa Keaton, une fois la porte refermée. « Tu peux me croire, le père Brigham est une tête de mule d'Irlandais, mais je préférais toujours avoir affaire à cet animal qu'à Rose. Rose est la plus imbuvable des têtes de nœud. » L'hôpital qui se fout de la charité, songea Alan. Assieds-toi, Danforth. Alan fit le tour de son bureau, tint la contravention bien haut et la déchira en petits morceaux qu'il jeta dans la corbeille à papier. Voilà, ça te va ? Ça me va. Keaton fit mine de se lever. Non, reste assis encore un moment. Les sourcils broussailleux de Keaton se rejoignirent en nuages d'orage à la base de son front haut et rose. S'il te plaît, ajouta Alan,
qui se laissa tomber dans sa chaise pivotante. Ses mains se joignirent et il faillit faire un merle, mais il se reprit à temps et les croisa fermement sur le sous-main. « Nous avons une réunion de comité sur la répartition budgétaire la semaine prochaine, pour préparer le vote du budget de la ville, qui doit avoir lieu avec tout le conseil municipal en février, » commença Alan. « Tout juste ?» grommela Keaton. « Et ça, c'est une question de politique, tu le sais, et moi aussi. Je viens tout juste de déchirer une contravention en bonne et due forme pour des questions de politique. » Keaton esquissa un sourire. « Cela fait assez longtemps que tu habites ici pour savoir comment ça se passe, Alan. Une main lave l'autre. » Alan se déplaça. Le fauteuil émit les petits craquements et couinements habituels, des sons qu'il entendait parfois en rêve, après des journées particulièrement longues et difficiles, des journées comme celle-ci risquaient de l'être. C'est vrai, une main lave l'autre, mais jusqu'à un certain point, Dan. De nouveau, les sourcils se rejoignirent. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Qu'il y a un moment, même dans les petites villes, où la politique, ça ne marche plus. Tu ne dois pas oublier que je ne suis pas nommé. La municipalité tient peut-être les cordons de la bourse, mais ce sont les électeurs qui m'ont mis à cette place. Et ils l'ont fait pour que je les protège, et pour que je maintienne la loi et l'ordre. J'en ai fait le serment, et je m'efforce de le respecter. « Est-ce que tu me menaces ? Parce que si !» À cet instant-là, la sirène de l'usine retentit. Le bruit était assourdi dans le bureau, mais Danforth Keaton n'en sursauta pas moins, comme si une guêpe venait de le piquer. Ses yeux s'élargirent brièvement, et ses mains s'agrippèrent au bras de son fauteuil, blanchi à la hauteur des articulations. Alan ressentit de nouveau cette impression bizarre. Il est aussi ombrageux qu'une jument en chaleur. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez lui ? Pour la première fois depuis que ce comportement l'intriguait, il se demanda si M. Danforth Keaton, qui était maire depuis bien des années avant qu'Alan n'entendît seulement parler de Castle Rock, n'aurait pas quelque truc pas net à se reprocher. « Mais non, je ne te menace pas, » répondit-il. Keaton se détendit légèrement, mais resta aux aguets, comme s'il redoutait que la sirène ne lui donnât une fois de plus la chair de poule. « J'aime autant, parce que c'est pas une simple question de tenir les cordons de la bourse, shérif Pangborn. Le comité des conseillers, encadré par 3 commissaires du comté, exerce un droit d'approbation sur l'engagement et le licenciement des adjoints du shérif, parmi de nombreux autres droits d'approbation que tu n'ignores certainement pas. C'est juste une formalité. » « Jusqu'ici, oui. » D'une poche intérieure, le maire sortit un cigare et fit craquer l'emballage de cellophane entre ses doigts. « Ce qui ne signifie pas que ça ne pourrait pas changer. » « Et maintenant, qui menace qui ?» songea Pangborn. Mais il ne dit rien et préféra s'enfoncer dans son fauteuil, tout en regardant Keaton. Keaton tint quelques secondes, puis abaissa les yeux vers le cigare, dont il entreprit de défaire l'enveloppe. « La prochaine fois que tu te gareras sur l'espace réservé aux handicapés, c'est moi qui te collerai une contredanse. Et celle-là ne sautera pas. Et si jamais tu lèves encore une fois la main sur l'un de mes adjoints, je dresse un procès-verbal d'agression du 3e degré. Et cela malgré tous les soi-disant droits d'approbation que détiennent les conseillers municipaux. Parce qu'avec moi, la politique s'arrête là. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ?» Keaton resta longtemps en contemplation devant son cigare, comme s'il méditait. Lorsqu'il leva de nouveau les yeux sur Alan, il se réduisait à 2 fentes, dans lesquelles brillait un dur éclat de silex. « Si tu veux savoir où tu peux aller trop loin avec moi, shérif Pangborn, t'as qu'à continuer à me casser les couilles. » On lisait de la colère sur le visage de Keaton, sans aucun doute, mais Alan avait l'impression d'y déchiffrer également autre chose. De la peur, pensa-t-il. La voyait-il? La sentait-il? Il l'ignorait, et peu importait. De quoi Keaton avait-il peur? Voilà ce qui importait. Qui risquait d'importer beaucoup. « Est-ce que nous nous sommes bien compris ?» répéta-t-il. « Oui. Et toi? Est-ce que toi, tu m'as bien compris ?» Le fauteuil pivotant grinça et craqua lorsqu'Alan se redressa. Il regarda Keaton avec l'expression de quelqu'un qui n'a pas envie de plaisanter. « Je comprends ce que tu dis, mais je ne pige rien, alors là, rien du tout, à la manière dont tu te comportes, Danforth. D'accord, on n'a jamais été copains tous les deux. »« Ça, tu peux le dire !» fit Keaton en mordant l'extrémité de son cigare. Pendant un instant, Alan pensa que le mégot allait atterrir aussi sur le sol, et décida qu'il fermerait une fois de plus les yeux dans ce cas, la politique. Mais le gros homme le recracha dans sa main, avant de le déposer dans le cendrier impeccablement propre du bureau. Il y resta planté comme une minuscule crotte de chien.
Mais nous avons toujours eu de bonnes relations de travail. Et maintenant, toute cette histoire. Quelque chose ne va pas. Si oui, et si je peux faire quoi que ce soit... Tout va très bien. L'interrompit Keaton, qui se leva brusquement. Il était de nouveau en colère, et plus que simplement en colère. Alan avait l'impression de voir de la vapeur lui sortir par les oreilles. C'est simplement que j'en ai ma claque de ces persécutions. Il utilisait le mot pour la deuxième fois. Un mot étrange, un mot dérangeant, trouva Alan. En fait, c'était toute cette conversation qui le mettait mal à l'aise. « Eh bien, tu sais où me trouver, » dit Alan. « Bon Dieu, oui. » Il se dirigea vers la porte. « Et s'il te plaît, Danforth, n'oublie pas le parking réservé aux handicapés. »« Va chier avec ton espace pour handicapés !» Sur ces mots, Keaton claqua la porte. Alan ne bougea pas de derrière son bureau et resta longtemps à contempler la porte fermée, troublé. Puis il alla ramasser le morceau de cellophane froissé qu'il jeta dans la poubelle à papier, avant d'inviter Willy la moutardonnée à entrer. Monsieur Keaton avait l'air dans tous ses états, observa Rose. Il s'assit avec précaution sur le siège que le maire venait de libérer et eut un regard de dégoût pour le bout de cigare dans le cendrier. Puis il posa respectueusement la Bible blanche sur ses genoux maigrichons. Beaucoup de réunions d'affectation budgétaire en perspective, répondit vaguement Alan. C'est toujours une période de tension pour les conseillers. Oui, d'ailleurs, Jésus n'a-t-il pas dit de rendre à César ce qui était à César et à Dieu ce qui était à Dieu? Alan acquiesça d'un grognement, regrettant soudain de ne pas avoir de cigarette, quelque chose du genre Lucky Strike ou Pall Mall, un truc bourré de goudron et de nicotine. « Et que puis-je vous rendre aujourd'hui, révérend Rose ?» Il se rendit compte avec horreur qu'un peu plus il l'appelait révérend Willy. Rose enleva ses lunettes rondes sans monture, les essuya et les remit en place, appuyée sur les 2 points rouges qu'il avait hauts sur le nez. Ses cheveux noirs gominés d'un produit dont Alan percevait les effluves sans pouvoir l'identifier, brillaient sous la lumière des tubes fluo encastrés dans le plafond. « C'est à propos de l'abomination que le père John Brigham a baptisé la nuit casino, » finit par lâcher le révérend Rose. « Si vous n'avez pas oublié, chef Pangborn, je suis venu vous voir peu après avoir entendu parler de cet ignoble projet. Je vous demandais de refuser de sanctionner un tel événement au nom de la... décence. » « Si vous n'avez pas oublié de votre côté, révérend Rose, Rose leva une main d'un geste impérieux et plongea l'autre dans la poche de sa veste. Il en retira une brochure qui faisait presque la taille d'un livre de poche. C'était, comme s'en aperçut Alan, découragé mais pas vraiment surpris, la version abrégée du Code civil du Maine. « Et maintenant je viens, » martela le révérend d'une voix mâle, « exiger que vous interdisiez cette manifestation non seulement au nom de la décence, mais au nom de la loi. » Révérend Rose. Section 24, sous-section 9, paragraphe 2 du Code civil du Maine, le coupa Rose. Ses joues s'étaient empourprées, et Alan se rendit compte qu'il n'avait fait qu'échanger un cinglé pour un autre au cours des 10 dernières minutes. « En dehors des cas précités, » lut le révérend comme s'il parlait en chair, de la voix enflée et étonnante que sa congrégation, presque entièrement à sa dévotion, connaissait si bien. Sont déclarés illégaux les jeux de hasard tels qu'ils ont été définis dans la section 23 du Code et dans lesquels des mises en argent constituent une condition du jeu. Il referma le Code d'un claquement sec et foudroya Alan d'un regard incendiaire. « Déclarés illégaux !» cria-t-il. Alan éprouva la fugitive envie de lancer les bras en l'air et de s'écrier « Jésus soit loué !» Quand elle fut passée, il répondit « Je connais parfaitement ces passages du code relatif aux jeux de hasard, révérend Rose. Je les ai consultés après votre première visite, et je les ai montrés à Albert Martin, chargé d'une bonne partie du travail légal de la ville. Son avis est que la section 24 ne s'applique pas à des manifestations comme la nuit casino. » Il marqua un temps, puis reprit. « Je dois également ajouter que je partage son opinion. »« Inadmissible !»
cracha Rose. Il se propose de transformer la maison du Seigneur en un repère de joueurs. Et vous venez me dire que c'est légal? Tout aussi légal que les parties de loto qui ont lieu dans la grande salle des filles d'Isabelle depuis 1931. Mais il ne s'agit pas de bingo, mais de roulette, de jouer aux cartes pour de l'argent, de jeux. La voix du révérend Rose tremblait. De jeux de dés. Alan se surprit à esquisser la silhouette d'un autre oiseau, et cette fois-ci s'empoigna les deux mains et les appuya fermement contre le sous-main. J'ai demandé à Albert d'écrire au procureur général de l'État à ce sujet. La réponse a été la même, révérend Rose. Je suis désolé. Je sais que cela vous offense. Moi, c'est contre les gamins qui font de la planche à roulettes que j'en ai. Si je pouvais, je les mettrais hors la loi. Mais voilà, je ne peux pas. Dans une démocratie, nous devons parfois supporter des choses que nous n'aimons pas ou n'approuvons pas. Mais il s'agit de jeux d'argent, protesta le révérend Rose, avec dans la voix une angoisse qui n'était pas feinte. Ils veulent jouer de l'argent. Comment une telle chose peut-elle être légale, alors que le Code dit précisément, à la manière dont ils le font, on ne peut réellement dire qu'ils jouent pour de l'argent. Chaque participant paie un droit d'entrée. En échange, on lui donne un montant égal en jetons de jeu. À la fin de la soirée, un certain nombre de prix sont mis aux enchères. Des prix, pas de l'argent, j'insiste bien. Un magnétoscope, un four-grill, un mixeur, un service en porcelaine, des choses dans ce genre. Et quelques petits diables le poussant, Alan ajouta « Je crois même que le don initial pourrait être déductible des impôts. » C'est une abomination, un péché. Le révérend avait maintenant les joues blêmes, les narines frémissantes. Il s'agit là d'un jugement moral et non pas légal. Ainsi en va-t-il partout dans ce pays. Oui, répondit le révérend Rose qui se leva, serrant sa Bible contre lui comme pour s'en faire un bouclier. Oui, chez les catholiques. Les catholiques sont des joueurs impénitents. J'ai bien l'intention d'y mettre un terme, chef. Pangborn, avec votre aide, ou sans. Alan se leva aussi. 2 ou 3 choses, révérend Rose. On dit shérif Pangborn, et non pas chef. Et je n'ai pas à vous dicter ce que vous devez dire depuis votre chaire. Pas plus que je ne peux dicter au père John Brigham les manifestations qu'il doit organiser dans son église, ou dicter leur conduite aux filles d'Isabelle ou aux chevaliers de Colomb. Du moins, pas tant qu'ils s'abstiennent de faire ce qui est expressément défendu par la loi. En revanche, je peux vous avertir d'être prudent, et je crois que je dois vous avertir de l'être. Rose lui jeta un regard glacial. Que voulez-vous dire? Je veux vous dire que vous êtes, pour reprendre votre expression de tout à l'heure, dans tous vos états. Les affichettes que vos gens collent partout en ville, ça va. Les lettres publiées par les journaux, très bien. Mais il y a des bornes que vous ne devez pas dépasser. Mon conseil est d'en rester là. Lorsque Jésus a vu les prostituées et les usuriers dans le temple, il n'a pas consulté le code civil, shérif. Lorsque Jésus a vu ces mauvaises gens qui profanaient la maison du Seigneur, il n'a pas cherché à savoir qu'ils dépassaient les bornes. Notre Seigneur a fait ce qu'il pensait juste. Certes, rétorqua calmement Alan, mais vous n'êtes pas le Seigneur, que je sache. Rose le regarda fixement pendant un long moment, les yeux comme des lance-flammes. Alan pensa « Oula, ce type est aussi fou que le chapelier d'Alice. »« Je vous souhaite le bonjour, chef Pangborn. » dit Rose, de nouveau glacial. Cette fois-ci, Alan ne chercha pas à le corriger. Il se contenta d'acquiescer et de tendre la main, sachant très bien que l'autre ne la serrerait pas. Rose fit demi-tour et partit à grandes enjambées vers la porte, écrasant toujours sa Bible contre lui. « Et vous en restez là, n'est-ce pas, révérend Rose ?» lui lança Alan. Le pasteur ne se retourna pas, ne répondit pas. Il claqua si violemment la porte que le vitrage vibra dans son cadre. Alan se rassit et appuya la paume de ses mains contre ses tempes. Quelques instants plus tard, Sheila Brigham pointait timidement le museau par l'entrebâillement de la porte. « Alan, il est parti ?» demanda Pangborn sans lever les yeux. « Le prédicateur ? Oui, il est sorti en claquant les portes comme un courant d'air de Mars. » Elvis a quitté le bâtiment. « Quoi ? Laissez tomber. » Il leva les yeux. « J'aimerais bien quelque chose de fort, de très fort même. Pouvez-vous regarder dans l'armoire des pièces à conviction le genre de drogue qui nous reste, Sheila ?» Elle sourit. « C'est déjà fait. Un désert, j'en ai peur.
Une tasse de café ferait-elle l'affaire » Il lui rendit son sourire. L'après-midi venait de commencer, et il fallait espérer qu'il se passerait mieux que la matinée. Il le fallait absolument. Vendu. Affaire conclue. Elle referma la porte, et Alan, enfin, rendit la liberté à ses mains. Bientôt, tout un vol de merles traversait le rayon de soleil qui filtrait par la fenêtre. La dernière période de cours du jeudi à l'école secondaire de Castle Rock était consacrée aux activités. Comme il ne devait pas être enrôlé dans celle-ci, tant que la sélection des équipes pour les sports d'hiver n'avait pas été faite, Brian Rusk avait l'autorisation de quitter l'école de bonne heure ce jour-là, ce qui rétablissait agréablement l'équilibre avec le mardi soir. Ce jeudi après-midi, il se retrouva à l'extérieur de l'établissement, alors que la sonnerie de fin des cours avait à peine fini de retentir. Son sac à dos contenait non seulement livres et cahiers, mais le ciré que sa mère l'avait obligé à prendre le matin même, et qui lui faisait une bosse comique dans le dos. Il appuya de toutes ses forces sur les pédales, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il avait quelque chose, un acte, à faire. Une petite corvée pour se tirer d'affaire. En fait, une corvée plutôt marrante. Il savait maintenant de quoi il s'agissait. Ça lui était venu clairement à l'esprit pendant le cours de mathématiques, alors qu'il rêvassait. Tandis qu'il descendait de Castle Hill par School Street, le soleil, pour la première fois de la journée, fit son apparition dans une déchirure des nuages. À sa gauche, il vit une ombre de garçon, sur une ombre de bicyclette, avancer en même temps que lui sur l'asphalte mouillé. « Va falloir que tu fonces si tu veux pas te faire larguer aujourd'hui, mon ombre, » pensa-t-il. « J'ai des choses à faire ailleurs. » Brian traversa le quartier commerçant, sans jeter un seul coup d'œil en direction du bazar des rêves, ne faisant que la plus courte des haltes aux intersections, et repartant de plus belle, après avoir donné un bref coup d'œil à droite et à gauche. Lorsqu'il atteignit le carrefour de Pond Street, qui était sa rue, et de Ford Street, il tourna à droite, au lieu de continuer jusque chez lui. Puis au croisement de Ford Street et de Willow Street, à gauche. Willow Street était parallèle à sa rue. Les arrière-cours des maisons se touchaient, séparés la plupart du temps par des barrières en planches. Pete et Wilma Jerzik vivaient sur Willow Street. Mais il savait comment procéder avec prudence. Il avait repassé tout cela dans sa tête depuis qu'il était sorti de l'école, et ça lui était venu facilement, presque comme si les idées avaient attendu, toutes prêtes depuis un moment, de même qu'il avait su ce qu'il avait à faire. La maison des Jerzik était silencieuse, et l'allée du garage vide, ce qui ne signifiait pas nécessairement qu'il n'y avait personne. Brian savait que Wilma travaillait au moins à temps partiel au supermarché Enfield, sur la route 117, pour l'y avoir vu tenir une caisse, son éternel fichu noué autour de la tête. Mais il ne savait pas pour autant si elle s'y trouvait en ce moment. La petite Yubo en piteux état dans laquelle elle se déplaçait était peut-être rangée dans le garage, et donc invisible. Brian remonta l'allée, descendit de bicyclette et l'appuya sur sa béquille. Il sentait son cœur battre jusque dans sa gorge et ses oreilles. Un vrai roulement de tambour. Il s'avança jusqu'à la porte de devant, se répétant le petit discours qu'il avait préparé, s'il s'avérait que Madame Jerzik était en fin de compte chez elle. « Bonjour, Madame Jerzik. Je suis Brian Rusk de Pond Street. Je vais à l'école secondaire et on va bientôt vendre des abonnements de revues pour que l'orchestre puisse avoir de nouveaux uniformes. Et je demande aux gens s'ils veulent des revues. Alors je reviendrai plus tard lorsque j'aurai tout ce qu'il faut. On reçoit des primes si on en vend beaucoup. » Ce texte lui avait paru parfait, et lui paraissait toujours bon, mais il se sentait néanmoins tendu. Il resta une minute en haut des marches, dressant l'oreille pour détecter des sons à l'intérieur de la maison, une radio, la télé branchée sur un feuilleton, pas Santa Barbara cependant, qui ne passerait que dans un couple d'heures. Voire un aspirateur. Il n'entendit rien, mais cela n'était pas plus significatif que l'allée déserte. Brian appuya sur la sonnette. Il entendit retentir un lointain carillon quelque part au fond de la maison. Il restait sous le porche, attendant toujours, non sans regarder de temps en temps autour de lui pour vérifier que personne ne l'avait vu. Mais Willow Street semblait profondément endormie. En plus, il y avait une haie en façade chez les Jerzik, une bonne chose, lorsqu'on était lancé dans un acte. Quelque chose que les gens, votre papa et votre maman par exemple, n'approuveraient pas forcément. Une haie était la meilleure chose du monde. Une bonne demi-minute et personne n'avait réagi. Jusqu'ici tout allait bien. Mais la prudence est mère de sûreté.
Il sonna de nouveau à la porte, appuyant par 2 fois ce coup-ci. Toujours rien. Bon, parfait. Tout était parfait. Tout était, en fait, carrément démentiel et hautement radical. Carrément démentiel ou hautement radical ou pas, Brian ne put s'empêcher de regarder une fois de plus autour de lui, plutôt furtivement, il faut le dire, tout en poussant sa bicyclette, béquille toujours baissée, entre la maison et le garage. Là, sous ce que les joyeuderies de Dick Perry Siding and Door Company de South Paris appelaient le coupe-vent, Brian rangea de nouveau sa bicyclette, puis il continua jusque dans l'arrière-cour. Son cœur cognait plus fort que jamais. Parfois, quand il était dans cet état, il en avait la voix qui tremblait. Il espérait que même si Madame Jerzik était dans son jardin, à repiquer des oignons de tulipe ou quelque chose comme ça, sa voix ne le trahirait pas lorsqu'il lui parlerait des abonnements. Sinon, elle le soupçonnerait peut-être de mentir, ce qui risquait de lui valoir des ennuis auxquels il préférait ne même pas penser. Il fit halte avant le coin de la rue. Il n'avait qu'une vue partielle de l'arrière-cour des Jerzik. Soudain, il trouva que ce n'était plus tellement drôle. Soudain, il se dit que c'était une sale blague. Pas davantage, certes, mais pas moins. Une voix inquiète s'éleva alors tout d'un coup dans son esprit. « Pourquoi ne pas remonter tout de suite sur ta bicyclette, Brian? Rentre chez toi, prends un verre de lait et pense-y tranquillement. » Oui, voilà qui paraissait une très bonne idée. Une très judicieuse idée. Il commença même à faire demi-tour. Mais une image lui vint à l'esprit, douée d'un pouvoir bien plus grand que la petite voix. Il vit une longue voiture noire, peut-être une Cadillac ou une Lincoln Mark IV, s'arrêter en face de sa maison. La portière s'ouvrait et M. Leland Gaunt en descendait. Il ne portait plus l'espèce de jaquette à la Sherlock Holmes de la première fois. Le monsieur Gaunt, qui traversait à grands pas le paysage imaginaire de Brian, était habillé d'un effrayant costume noir, un costume d'entrepreneur de pompes funèbres, et son visage n'avait plus rien d'amical. La colère assombrissait encore ses yeux bleu foncé, et ses lèvres découvraient des dents plantées de travers, mais pas pour sourire. Ses longues jambes maigres se croisaient en lames de ciseaux, tandis qu'il s'approchait de la porte de la maison Rusk, et l'ombre attachée à ses talons était celle d'un bourreau dans un film d'épouvante. En arrivant à l'entrée, il n'allait pas sonner, oh non, mais simplement foncer au travers. Si la maman de Brian essayait de lui barrer le chemin, il se contenterait de la repousser. Si le papa de Brian cherchait à s'interposer, il l'assommerait. Et si Sean, le petit frère de Brian, voulait à son tour se mettre en travers, il le propulserait sur toute la longueur de la maison, comme un 3/4 faisant une longue passe au cours d'un débordement par l'aile. Il grimperait l'escalier de sa longue foulée, rugissant le nom de Brian, et les roses du papier peint se flétriraient lorsque l'ombre du bourreau les effleurerait. Et il me trouverait certainement. Le visage de Brian était l'image même du désarroi, tandis qu'il se tenait au coin de la maison Jerzik. Même si je voulais me cacher, même si je fichais le camp jusqu'à Bombay, il me trouverait, et lorsqu'il m'aurait trouvé... Il essaya d'arrêter le film, de couper l'image, mais rien n'y fit. Il vit les yeux de Leland Gaunt s'agrandir et se transformer en 2 abysses bleus qui s'enfonçaient, jusqu'à plonger dans un lac indigo d'éternité. Il vit les mains allongées de Leland Gaunt, avec leurs doigts étrangement identiques en taille, se transformer en griffes et s'abattre sur ses épaules. Il sentit sa peau se rétracter à l'idée de cet ignoble contact. Il entendit Leland Gaunt gronder « Tu possèdes quelque chose qui m'appartient, Brian, et tu ne l'as pas payé !»« Je le rendrai !» s'entendit-il répondre, dans un cri, à ce visage déformé et en feu. « Je vous en prie, je le rendrai, ne me faites pas de mal !» Brian revint à lui-même, aussi abasourdi que lorsqu'il était ressorti du bazar des rêves, le mardi après-midi. Mais la sensation n'était pas aussi agréable que la première fois. Il ne voulait à aucun prix rendre la carte Sandy Koufax. Telle était la vérité. Il ne le voulait pas, parce qu'elle était à lui. Mira Evans s'avança sous l'auvent du bazar des rêves, juste au moment où le fils de sa meilleure amie se glissait finalement dans l'arrière-cour de Wilma Jerzik. Le coup d'œil que Mira jeta autour d'elle dans Main Street fut encore plus furtif que celui qu'avait eu Brian pour Willow Street. Si Cora, qui était réellement sa meilleure amie, avait su qu'elle se trouvait ici, et plus important encore, pour quelle raison,
Elle n'aurait probablement plus jamais adressé la parole à Mira, parce que Cora, elle aussi, voulait la photo. Ne t'occupe pas de ça. S'encouragea Mira. 2 proverbes lui vinrent à l'esprit, et l'un comme l'autre paraissait s'accorder à la situation. Premier arrivé, premier servi. Disait le premier, Et ce qu'on ne sait pas ne peut pas faire de mal. disait le second. N'empêche que Mira avait chaussé une paire de lunettes de soleil géantes, des Foster Grant, avant d'aller en ville. 2 précautions valent mieux qu'une. Autre bon conseil à mettre en pratique. Elle s'avança lentement jusqu'à la porte et étudia le panonceau qui s'y trouvait accroché. Mardi et jeudi sur rendez-vous seulement. Mira n'avait pas pris rendez-vous. Elle était venue sur une impulsion galvanisée par le coup de téléphone qu'elle avait reçu de Cora, moins de 20 minutes auparavant. J'y ai pensé toute la journée. Il faut absolument que je l'achète, Mira. J'aurais dû le faire mercredi, mais je n'avais que 4 $ sur moi et je n'étais pas sûr qu'il accepterait un chèque. Tu sais comme moi comme c'est embarrassant lorsque les gens ne veulent pas. Je me battrai. Tu te rends compte? C'est à peine si j'ai pu fermer l'œil de la nuit. Je sais que tu vas dire que c'est idiot, mais pourtant c'est la vérité. Mira ne trouvait pas cela idiot du tout, et savait que son amie ne mentait pas, pour la bonne raison qu'elle-même avait aussi à peine fermé l'œil de la nuit. Et Cora avait tort de s'imaginer que la photo allait lui appartenir simplement parce qu'elle l'avait vue la première, comme si cela lui donnait une sorte de droit divin, D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elle l'ait vue la première. murmura Mira d'une voix boudeuse. J'ai plutôt l'impression que c'est moi. La question de savoir qui avait vu la première cette délicieuse photo pouvait peut-être se discuter. Ce qui était indiscutable en revanche, c'était l'impression horrible qu'éprouverait Mira arrivant chez Cora et découvrant la photo d'Elvis accrochée au-dessus de la cheminée, avec à droite l'Elvis en céramique de Cora et à gauche l'Elvis chope de bière de Cora. À cette seule idée, l'estomac de Mira se souleva jusqu'à hauteur de son cœur et y restait suspendu, et nouait comme un chiffon mouillé, comme ce qu'elle avait ressenti pendant la première semaine de la guerre avec l'Irak. Ce n'était pas juste. Cora possédait toutes sortes de charmants souvenirs d'Elvis, et avait même vu Elvis en concert une fois, au centre civique de Portland une année environ avant que le King ne soit rappelé au paradis du rock'n'roll par sa maman bien-aimée, Cette photo devrait m'appartenir. marmonna-t-elle. Rassemblant tout son courage, elle frappa à la porte. Elle n'eut même pas le temps d'abaisser la main que la porte s'ouvrait, et qu'un homme à la carrure étroite manquait de la renverser en sortant. « Excusez-moi » bredouilla-t-il. Elle eut à peine le temps de reconnaître M. Constantine, le pharmacien du Laverdière Superdrug. Il traversa la rue d'un pas précipité en direction du square, tenant un petit paquet emballé à la main, sans regarder ni à droite ni à gauche. Lorsque Mira se tourna de nouveau vers le magasin, le Landgaunt se tenait sur le pas de la porte, lui souriant de son joyeux œil brun. « Je n'ai pas rendez-vous. » dit-elle d'une petite voix. Brian Rusk, habitué à l'entendre parler d'un ton d'autorité et de totale assurance, n'aurait pas reconnu l'ami de sa mère au bout d'1 million d'années. « Eh bien, vous en avez un maintenant, ma chère dame, » répondit M. Gaunt. Il lui sourit et s'écarta. « Bienvenue pour votre 2e visite. Entrez librement, et laissez ici un peu du bonheur que vous y apportez. » Après un dernier coup d'œil dans la rue, pour s'assurer que personne de sa connaissance ne la voyait, elle se faufila dans la boutique. La porte se referma derrière elle. Une main aux doigts longs, aussi blanche que celle d'un cadavre, se tendit dans la pénombre vers l'anneau du store et l'abaissa. Ce n'est que lorsqu'il laissa échapper un long soupir sibilant que Brian se rendit compte qu'il avait retenu sa respiration. Il n'y avait personne dans l'arrière-cour des Jersiques. Certainement encouragé par le beau temps, Wilma avait mis son linge à sécher dehors avant d'aller travailler ou faire autre chose. Réparti sur 3 cordes, il claquait mollement au soleil, sous la brise qui fraîchissait. Brian poussa jusqu'à la porte de derrière et regarda à travers la vitre, les mains en coupe autour du visage pour atténuer les reflets. Il ne vit qu'une cuisine déserte. Il songea un instant à frapper, mais se dit que ce n'était qu'une manière d'atermoyer. Il était venu faire quelque chose. Il n'y avait personne. Le mieux était d'en finir et de ficher le camp le plus vite possible. Il descendit lentement les marches qui donnaient sur l'arrière-cour des Jersiques. Les cordes à linge, avec leur chargement de chemises, pantalons, sous-vêtements, draps et housses d'oreiller,
l'attendait sur la gauche. À droite s'étendait un petit jardin dont tous les légumes, à l'exception de quelques citrouilles malingres, avaient été cueillis. Le tout était clos d'une barrière en pin. Brian savait que de l'autre côté se trouvait la maison des Haverhill, séparée de la sienne par seulement 4 propriétés. La violente pluie de la nuit passée avait transformé le jardin en marécage. La plupart des citrouilles restantes étaient à demi submergées dans des flaques. Brian alla prendre une pleine poignée de cette gadoue brun foncé dans chaque main, avant de se diriger vers le linge, des gouttes brunâtres dégoulinant entre ses doigts. La corde à linge la plus proche du jardin portait des draps sur toute sa longueur. Encore humide, il séchait rapidement dans le vent, avec des claquements lents et paresseux. Ils étaient d'un blanc immaculé. « Vas-y !» murmura la voix de M. Gaunt dans son esprit. « Vas-y donc, Brian. Fonce comme Sandy Koufax. Fonce !» Brian leva les mains très haut, paumes tournées vers le ciel, dans un geste de lanceur de baseball. Ce ne fut pas tout à fait une surprise de constater qu'il bandait de nouveau, comme dans son rêve. Il était content de ne pas s'être dégonflé. On allait un peu se marrer. Ses bras décrivirent un arc rapide. La boue quitta ses mains en longues giclées brunes, qui se déployèrent en éventail avant de toucher les draps, toujours ondoyants. Elles s'écrasèrent dessus en paraboles sinueuses et dégoulinantes. Il retourna au jardin, prit 2 nouvelles poignées de boue, les lança sur les draps, recommença. Une sorte de frénésie s'empara de lui. Il allait et revenait avec précipitation, et balançait à chaque fois un nouveau chargement. Il aurait pu continuer ainsi tout l'après-midi, si quelqu'un n'avait pas crié. Il crut tout d'abord que c'était après lui que l'on criait. Il rentra la tête dans les épaules et laissa échapper un petit couinement terrifié. Puis il se rendit compte que c'était simplement Madame Haverhill qui appelait son chien de l'autre côté de la clôture. N'empêche, il devait partir d'ici et vite. Il resta cependant un instant sans bouger, à contempler son œuvre, et un fugitif frisson de honte et de malaise le traversa. S'ils avaient protégé la plupart des vêtements, les draps se retrouvaient, eux, littéralement tartinés de boue. Seules restaient quelques taches blanches, pour rappeler quelle était leur couleur originelle. Brian regarda ses mains gantées de terre brune. Il se précipita vers l'angle de la maison où se trouvait un robinet. On ne l'avait pas encore purgé pour l'hiver, et un jet glacé jaillit de l'ajutage lorsqu'il le tourna. Il mit les mains dessous et les frotta vivement. Il continua jusqu'à ce qu'elles fussent complètement nettoyées, y compris sous les ongles, sans tenir compte de l'engourdissement qui les gagnait. Il passa même ses poignées de chemise sous le robinet. Il referma l'eau, retourna à sa bicyclette et s'engagea dans l'allée du garage. Il eut un instant de panique lorsqu'il vit apparaître une petite voiture jaune. Mais c'était une Civic et non une Yugo. Le conducteur passa sans ralentir ni remarquer le petit garçon aux mains rougies et gercées, pétrifié à côté de sa bicyclette, et dont le visage avait tout d'un panneau publicitaire sur lequel serait écrit un seul mot, « Coupable », en lettres de feu. Une fois la voiture passée, Brian enfourcha son vélo et se mit à pédaler comme s'il avait 1000 diables à ses trousses, ne s'arrêtant qu'une fois dans l'allée de sa maison. L'engourdissement de ses mains s'atténuait, mais elles lui démangeaient, cuisantes, et restaient toutes rouges. Lorsqu'il entra, sa mère l'appela du séjour. « C'est toi, Brian ?»« Oui, maman. » Ce qu'il venait de faire dans l'arrière-cour des Jersiques commençait déjà à prendre l'aspect d'un rêve. Le garçon qui se tenait dans cette cuisine ensoleillée et propre, le garçon qui allait prendre du lait dans le réfrigérateur, ne pouvait être le même que celui qui avait plongé les mains jusqu'aux poignets dans la gadoue du jardin des Jersiques pour maculer de boue, avec acharnement, les draps impeccables de Wilma. Non, certainement pas. Il se versa un verre de lait tout en étudiant ses mains. Elles étaient propres, rouges mais propres. Il remit le lait à sa place. Son cœur avait repris un rythme normal. « Ça s'est bien passé à l'école aujourd'hui ?» La voix de Cora flotta jusqu'à lui. « Oui, très bien. Tu veux venir regarder la télé avec moi ? Santa Barbara va commencer bientôt et il y a des chocolats. » « Oui, d'accord, mais il faut d'abord que je monte 1 minute. Ne m'oublie pas ton verre de lait là-haut. Il tourne et sent mauvais et ça ne part jamais dans le lave-vaisselle. Je redescendrai, man. T'as intérêt. » Brian se rendit dans sa chambre et passa une demi-heure assis à son bureau,
perdu dans la contemplation de sa carte Sandy Koufax. Lorsque Sean vint lui demander s'il ne voulait pas l'accompagner jusqu'au magasin du coin, Brian referma brutalement son classeur et dit à son frère de sortir de sa chambre et de ne pas y revenir tant qu'il n'aurait pas appris à frapper, quand il trouvait la porte fermée. Il entendit le gamin sangloter dans le couloir, mais ne ressentit aucune sympathie pour lui. Les bonnes manières, après tout, ça existait. Les matons firent une boum dans la prison du comté. L'orchestre des taulards commença à jouer et chanter. Les musicos se sautaient, et la tôle se mit à swinguer. Fallait entendre ces gibiers de potence brailler et bringuer. Jambes écartées, l'œil bleu en feu, les pattes d'Ève de son survêt blanc en bataille, le King. Le strass scintille et étincelle sous les projecteurs. Une mèche de cheveux, aile de corbeau, lui barre le front. Le micro effleure sa bouche, ce qui n'empêche pas Mira de voir la moue boudeuse de sa lèvre supérieure. Elle peut d'ailleurs tout voir, elle est au premier rang. Et soudain, tandis que la section rythmique s'emballe, il tend la main, il lui tend la main, à la manière dont Bruce Springsteen, qui ne sera jamais le King, même dans 1 million d'années, quoi qu'il en fasse, tend la main à cette fille dans le clip Dancing in the Dark. Pendant un instant, elle est trop abasourdie pour réagir, trop éberluée pour bouger. Puis des mains la poussent par derrière. Celle du King se referme sur son poignet. Celle du King la tire sur la scène. Elle sent son odeur, un mélange de sueur, de cuir anglais et de peau chaude et propre. À peine encore une seconde, et Mira Evans se retrouve dans les bras d'Elvis Presley. Elle sent le satin glissant de son survêt sous sa main. Les bras qui l'entourent sont musclés. Ce visage, son visage, le visage du King, est à quelques centimètres du sien. Il danse avec elle. Ils forment un couple. Mira Joséphine Evans de Castle Rock, Maine, et Elvis Aaron Presley de Memphis, Tennessee. Ils traversent la scène, collés l'un à l'autre, devant 4000 fans hurlant et scandant le refrain « Let's rock everybody, let's rock ». Les hanches du King ondulent contre les siennes. Elle sent la tension contenue qui s'enfonce dans son ventre, au milieu. Puis il la fait tourbillonner. Sa jupe s'évase très haut et exhibe ses jambes jusqu'à sa petite culotte brodée. Sa main tourne dans celle du King comme un axe dans son moyeu. Puis il la tire de nouveau contre lui et ses mains descendent dans le bas de son dos jusqu'à ses fesses, sur lesquelles elle se referme vigoureusement. Elle abaisse un instant les yeux et aperçoit, au-delà de la zone violemment éclairée par les projecteurs, Cora Rusk, qui la regarde avec un visage sinistre, tant il respire la haine et l'envie. Puis Elvis ramène la tête de Mira vers lui, et avec cet accent sirupeux et traînant du Tennessee, lui dit « En principe, ma chérie, on doit se regarder dans les yeux, non ?» Avant qu'elle ait pu répondre, les lèvres pleines du chanteur viennent se poser sur la bouche de Mira. Le monde se réduit à l'odeur du King, au contact du King, et brusquement, sa langue pénètre dans la bouche de Mira. Le roi du rock'n'roll lui donne un baiser crapuleux devant Cora et le monde entier. Il la serre très fort contre lui, et tandis que les cuivres se lancent dans des notes aiguës et syncopées, elle sent une chaleur confinante à l'extase envahir ses reins. Oh, jamais ça n'a été comme ça, pas même à Castle Rock avec Ace Merrill. Il y a bien des années. Elle a envie de crier, mais la langue du King est enfouie dans sa bouche, et elle ne peut que griffer le satin dans son dos et secouer ses hanches, tandis que les cuivres font retentir My Way. Le Lord Gaunt, assis dans l'un des confortables fauteuils du magasin, regardait Mira Evans avec un détachement clinique, tandis que l'orgasme la secouait des pieds à la tête. Elle tremblait comme une femme prise d'un effondrement cérébral total, serrant violemment la photo d'Elvis dans ses mains, les yeux fermés, le ventre soulevé de vagues, les jambes se serrant et s'écartant tour à tour. Ses cheveux avaient perdu leur éclat permanenté et retombaient autour de sa tête en un casque peu ragoûtant. La sueur dégoulinait de son double menton, comme de celui d'Elvis,
lorsqu'il pirouettait pesamment sur scène au cours de ses derniers concerts. Oh mon Dieu. Oh, oh mon Dieu. Avec nonchalance, le Landgaunt pinça le pli de son pantalon entre le pouce et l'index, et le secoua pour lui rendre son tranchant de rasoir. Puis il se pencha et subtilisa la photo des mains de Mira. Les yeux de la femme s'ouvrirent aussitôt, pleins de détresse. Elle essaya de s'emparer du talisman, mais la photo se trouvait hors de portée. Elle voulut se lever. « Asseyez-vous » dit M. Gaunt. Mira resta debout, comme si elle venait de se pétrifier. « Si vous voulez jamais revoir cette photo, Mira, asseyez-vous. » Elle obéit, le regardant avec une expression d'angoisse et d'hébétude mêlée. Des taches de sueur sourdaient du creux de ses bras et s'agrandissaient jusque sur le côté de ses seins. « Je vous en prie. » dit-elle. Elle avait coiffé les mots d'un timbre tellement craquant que l'on aurait dit une bouffée d'air venue du désert. Elle tendit les mains. « Dites-moi un prix » l'invita Gaunt. Elle réfléchit. Ses yeux roulaient dans son visage en sueur. Des mouvements de déglutition agitaient sa gorge. 40 $. S'écria-t-elle. Il éclata de rire et secoua la tête. 50. Ridicule. Au fond, vous ne tenez pas tant que ça à cette photo, Mira. Si, j'y tiens. Des larmes commencèrent à s'accumuler au coin de ses yeux, puis elles débordèrent sur ses joues et se mêlèrent à sa transpiration. J'y tiens beaucoup. Très bien, vous y tenez. Je veux bien vous croire. Mais en avez-vous besoin, Mira? Vous est-elle réellement nécessaire? 60. C'est tout ce que j'ai. Jusqu'à mon dernier sou. Mira, me prenez-vous pour un enfant? Non, mais Si, certainement. Je suis un vieil homme, plus vieux que vous ne pourriez le croire. J'ai très bien vieilli, si je puis dire cela moi-même. Mais incontestablement, vous me prenez pour un enfant. Un enfant capable de croire qu'une femme qui demeure dans un duplex flambant neuf, à 2 pas de Castleview, le plus beau panorama de la région, ne possède que 60 $ à son nom. Vous ne comprenez pas. Mon mari... Le Landgaunt se leva, tenant toujours la photo. L'homme souriant, qui s'était effacé pour lui livrer passage, avait disparu. « Vous n'aviez pas rendez-vous, n'est-ce pas, Mira? Je ne vous ai fait entrer que par bonté d'âme. Je crains maintenant d'avoir à vous demander de partir. » 70 $. 70. C'est une insulte à mon intelligence. Je vous en prie, partez. Mira tomba à genoux devant lui. Elle pleurait à gros sanglots rauques qui trahissaient de la panique. Elle agrippa les chevilles de l'homme, tandis qu'elle se vautrait à ses pieds. Je vous en supplie, monsieur Gaunt. Je vous en supplie. Il faut que j'aie cette photo. Il le faut. Elle me fait. Vous ne pourriez croire ce qu'elle me fait. Le Landgaunt regarda la photo d'Elvis, et une moue de dégoût apparut un instant sur son visage. « Je crois que je préfère ne pas le savoir, » dit-il. « Il a l'air de beaucoup transpirer. » Mais si c'est plus de 70 $, il va falloir que je vous fasse un chèque. Chuck la prendra. Il voudra savoir à quoi elle correspond. Et si je lui dis, il... Ça, ce n'est pas mon problème. Je suis un commerçant, pas un conseiller matrimonial. Il la regardait de toute sa hauteur, s'adressant aux cheveux collés par la sueur sur le crâne de Mira. Je suis sûr que quelqu'un d'autre, Cora Rusk par exemple, sera capable de s'offrir ce portrait unique de feu, monsieur Presley. Au nom de Cora, Mira releva brusquement la tête. Ses yeux n'étaient plus que 2 points brillants, enfoncés dans de profondes orbites brunes. Un ricanement lui découvrit les dents. Elle avait l'air, en cet instant, d'une vraie cinglée. « Vous lui vendriez à elle. » siffla-t-elle. Je suis un adepte de la liberté du commerce. C'est ce qui fait la grandeur de ce pays. J'aimerais beaucoup que vous me lâchiez, Mira. Vos mains dégoulinent littéralement de sueur. Je n'avais pas l'intention de faire nettoyer ce pantalon, et même ainsi, je ne suis pas sûr. 80 $.
Je veux bien vous la vendre pour exactement le double de ce prix, répondit M. Gaunt. 160 $. Il sourit, révélant ses grandes dents de travers. J'accepte l'échec personnel, Mira. Elle émit un gémissement de désespoir. Je ne peux pas. Chuck va me tuer. C'est possible, mais vous êtes bien prête à mourir pour quelqu'un qui vous susurre Love Me Tender, non? 100. dit Mira, en s'accrochant de nouveau à ses chevilles comme il essayait de se dégager. 100 $. 140, je n'irai pas plus bas. C'est ma dernière proposition. D'accord. Répondit-elle pantelante. D'accord, c'est d'accord. Je vous les donnerai. Et bien entendu, il faudra aussi me tailler une pipe en prime, Ajouta Gaunt en lui souriant. Elle leva la tête vers lui, la bouche ouverte en un haut parfait. Qu'est-ce que vous venez de dire? Souffla-t-elle. Un pompier! Cria-t-il. Faites-moi une fellation! Ouvrez cette splendide bouche corsetée de métal et sucez-moi la pine! Oh mon Dieu. Gémit Mira. Comme vous voudrez. Gaunt commença à s'éloigner. Elle l'attrapa avant qu'il ait pu s'écarter d'elle. Aussitôt ses mains s'affairèrent, tremblantes, pour défaire la braguette du pantalon aux plis impeccables. Il la laissa se débattre quelques instants avec la fermeture, puis lui donna une petite claque sur les doigts pour l'arrêter. « Laissez tomber. Ce genre de relation sexuelle me rend amnésique. »« Que... Laissez tomber, je vous dis, Mira !» Il lui jeta la photo. Elle tendit maladroitement les mains, réussit à rattraper l'objet et le serra contre sa poitrine. « Mais il y a cependant une autre chose. » Qu'est-ce que... demanda-t-elle, la voix rauque. « Connaissez-vous l'homme qui tient le bar de l'autre côté du Tin Bridge ?» Elle commença par secouer la tête, le regard de nouveau plein d'angoisse, puis comprit à qui il faisait allusion. Henry Beaufort? Oui, je crois qu'il possède également l'établissement du nom de Mellow Tiger, le tigre moelleux. Un nom plutôt curieux. Eh bien... Je ne le connais pas personnellement, mais je vois de qui il s'agit. Enfin, je crois. Elle n'avait jamais mis les pieds au Mellow Tiger, mais comme tout le monde, elle connaissait le nom de son propriétaire et gérant. Oui, Henry Beaufort. Je veux que vous jouiez un petit tour de mon invention à Monsieur Beaufort. Quel genre de tour? Gaunt tendit la main, saisit le poignet glissant de sueur de Mira et l'aida à se relever. C'est quelque chose dont nous pourrons parler pendant que vous remplirez votre chèque, Mira. Il sourit sur ces mots, et son visage recouvra soudain tout son charme. Ses yeux bruns brillaient et dansaient. Au fait, voulez-vous un emballage cadeau pour la photo?